15 août 1944, 2 mois après le débarquement de Normandie, plusieurs centaines de milliers de soldats américains, anglais, canadiens et surtout français débarquent dans le sud de la France. Pour la première fois depuis la défaite de 1940, une armée française va se battre sur le sol national. Les Américains et les Anglais, c'est un enfin, ils voulaient un débarquement qu'on puisse appeler français. On l'a toujours oublié, ce débarquement en Provence, mais finalement, il a été très important. Avec 80% de pieds noirs. On n'en parle jamais non plus. De la même façon que l'on marginalise complètement la résistance qui a tenu une place, et dans le débarquement et avant. Moi, je ne suis pas fière, j'aurais pu faire plus, j'aurais fait plus, c'est vrai qu'on aime sa patrie, toujours. En juin 1940, la France, vaincue par l'Allemagne, voit une partie de son territoire occupé. Elle entre dans une période de collaboration avec le régime hitlérien. En novembre 1942, après le débarquement allié sur les territoires français d'Afrique du Nord, les Allemands envahissent la zone libre. La marine française détruit ses bateaux à Toulon pour qu'ils ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Tout au long de l'année 1943, lors de conférences internationales, les Alliés mettent au point leur stratégie. Leur but, porter un coup décisif à l'Allemagne nazie. Des Français libres, sous l'autorité du général de Gaulle, organisent à Londres et en Afrique la résistance et la reconstruction d'une armée. L'armée française a une revanche à prendre. Il est évident que l'humiliation de 1940 est une humiliation pour l'ensemble des Français d'ailleurs. Pour le général de Gaulle, c'est évident. Mais pour les militaires, est une humiliation particulière. À la conférence d'Anfa, en fait, pour nous Français, bon, c'est quand même la clé de voûte de tout ce qui s'est passé par la suite. Les Américains qui avaient convoqué les Français, puis pas n'importe qui, puisque c'était le président Roosevelt et M. Churchill, qui étaient venus là pour dire aux Français ce qu'ils comptaient faire par la suite. Les Anglais et les Américains ont décrété qu'ils iraient jusqu'au bout. C'était la première fois qu'ils voulaient que l'Allemagne soit mise à genoux. Malgré l'opposition du Premier ministre britannique Winston Churchill, qui préconise une percée dans les Balkans, les Alliés décident finalement de 2 débarquements en France, un au nord et un au sud, pour prendre l'armée allemande en tenaille. Churchill qui voulait que le débarquement ait lieu dans les Balkans, et Eisenhower dit « L'important pour nous, c'est Marseille, parce qu'à partir de Marseille, on va pouvoir approvisionner les troupes qui ont débarqué en Normandie. » Pour cela, il faut des ports en eau profonde. Il faut des ports qui puissent accueillir suffisamment de bateaux. Or, des ports en eau profonde, il n'y en a pas 36. Il y a Marseille et il y a Port-de-Bouc. Le débarquement en Normandie a été monté presque essentiellement, il faut dire, par les Américains, les Anglais, bien sûr, mais enfin, bon. Et tout à fait en dehors des Français. En juin 1944, le général américain Dwight Eisenhower, commandant en chef des forces alliées en Europe, organise l'opération Overlord en Normandie. Il confie le commandement du débarquement de Provence, l'opération Dragoon, au général Alexander Patch, chef de la 7e armée américaine. Donc, la place de la France, il faut que la France l'arrache. Elle est associée assez tardivement à l'élaboration des plans de débarquement, notamment du plan de débarquement en Méditerranée, où elle aura toute sa part, puisque la 7e armée américaine est composée de 2 entités, un corps d'armée américain et l'armée B du général Delattre.
Le général de Lattre donc a sous ses ordres à la fois des éléments de la France libre, c'est-à-dire des éléments issus du gaullisme de la première heure, ce qui va constituer la première division française libre, la première DFL, et des éléments de l'armée d'Afrique. La participation au débarquement pour les gens venant d'Afrique, puisque d'Afrique et des pays d'outre-mer, a été de l'ordre de, effectivement, presque 200 000 gars. Bon. Alors l'armée d'Afrique est composée à la fois de militaires issus de l'armée d'armistice, qui étaient des militaires de métier, de résistants français qui se sont évadés de France par l'Espagne. Et puis après, il y a bien évidemment des Européens d'Afrique du Nord volontaires pour une petite minorité et surtout mobilisés. La mobilisation des Européens d'Afrique du Nord a été extrêmement large. Et plus des volontaires et des appelés non européens, qui sont en majorité d'ailleurs dans la plupart des unités de l'armée d'Afrique, marocains ou algériens ou tunisiens ou ce que l'on appelait les tirailleurs sénégalais. Ce n'était pas seulement l'armée d'Afrique, comme souvent je l'entends appeler ici. C'était une belle armée française. Il faut que vous sachiez que c'est spontanément, volontairement, que l'immense majorité d'entre eux s'est enrôlée sous nos drapeaux pour la libération de notre patrie. Vous savez qu'en Algérie, on était plus que patriotes, on était motivés, voilà, c'est un peu le mot. On voulait aller libérer la France, c'était notre fierté de libérer la France. L'armée d'Afrique est une armée qui sort auréolée de gloire lorsqu'elle intervient en Provence, grâce à son attitude pendant la campagne d'Italie, c'est-à-dire la campagne d'Italie qui est encore en cours, à laquelle elle a participé. Il ne faut pas oublier que ces unités de l'armée d'Afrique ont participé aux très dures batailles du Belvédère, de Cassino, où elles se sont effectivement illustrées. Cassino, la guerre va rendre ce nom célèbre et dévaster ce beau pays. Les Français donnent l'assaut. D'un seul élan, ils emportent les défenses ennemies. Le général de Montsabert, commandant la 3e division algérienne. Avec des pertes énormes, mais avec un gros appui des troupes marocaines, surtout des Goumiers, qui sont des combattants exceptionnels. Et ce qui faisait leur valeur, les Goums, c'était des très bons tireurs. Ils avaient le sens, ils aimaient les armes. Et le plus, de très très bons observateurs. Ils ont été un peu les artisans de la victoire de la France. Il n'y a pas eu une désertion. Pas une. Les Goumiers, ils ont peur de rien. Les troupes françaises, commandées par le général de Lattre de Tassigny, sont armées et entraînées en Afrique du Nord par les Américains et les Anglais. Pour la première fois depuis la défaite de 1940, une armée française va se battre sur le sol national. On était formés comme personne. D'ailleurs, ça a énormément servi. Le débarquement en Méditerranée est de toute façon un débarquement attendu. C'est pas une surprise. On sait que les Allemands s'y préparent. Depuis novembre 1943, le littoral a été évacué de sa population, les maisons détruites, les arbres coupés, les champs saccagés pour laisser place à des installations défensives. Sur le seul littoral barrois, on estime à 600 000 le nombre de mines qui ont été posées par les Allemands. Il y a évidemment des dizaines de blocos, de murs anti-chars. La salle des festivals à Cannes, c'est un ancien blocos allemand. Donc ils avaient remué de la terre. Bon. Et on avait des cartes renseignées Michelin avec tous les blocos de la... Je dois dire qu'on ne pensait pas arriver à débarquer. Dans toute la Provence, la résistance s'organise.
Elle prépare le débarquement et multiplie les actions de renseignement, de sabotage, ainsi que les attentats. Ces actions vont consister à couper les voies de communication. Chemin de fer, y compris chemin de fer secondaire, et les ponts. Ça va être les cibles évidemment principales, ceci pour éviter un repli des Allemands. Des parachutages d'armes se sont accrus, même s'ils restent insuffisants, et puis arrivent des missions parachutées, de militaires parachutés par les états-majors d'Alger en particulier. Les Allemands d'ailleurs surévaluent les forces de la résistance. Ils s'imaginent que sur le plan de Kangers, il y a plusieurs milliers d'hommes qui sont rassemblés, renforcés par des parachutistes alliés. C'est aberrant. Depuis la Corse, libérée à l'automne 1943, et depuis l'Italie, les pilotes alliés effectuent des missions de reconnaissance au-dessus de la vallée du Rhône et le long des côtes méditerranéennes. Sur ces avions qui volaient très doucement, il y avait des caméras, il y avait des appareils de photo, n'est-ce pas? Alors, même en allant très très doucement, ils faisaient des allées-venues depuis Perpignan jusqu'à 20 milles, le long du rivage. Saint-Exupéry avait un de ces avions et mon cousin Adrien avait un autre avion comme ça. Et ils prenaient des photos à longueur de journée, à une certaine altitude forcément, pour savoir s'il y avait des mines le long de la mer, dans l'eau, des mines sous-marines. C'est dire que c'est un débarquement qui a été préparé méticuleusement. Dans les semaines qui précèdent le débarquement, les bombardiers alliés pilonnent les défenses allemandes entre Nice et Marseille. Ces bombardements vont faire de nombreuses victimes parmi la population. C'est comme le bombardement du 27 mai. Ils bombardent les gares, en gros. Gare Saint-Charles, Blancarde. Bon, mais c'est l'ensemble de la ville qui est touché. Des milliers d'immeubles démolis, des centaines de morts, voilà. Donc, tout le monde allait à la cave. Mais à la cave, tout le monde criait, tout le monde pleurait. Mon père, il a dit, c'est pas la peine que tu ailles à la cave, parce que si la bombe, elle tombe, d'en haut, elle va jusqu'à bas, la cave. Tu serais autant marron en bas qu'en haut, alors tu n'as qu'à rester seul à la maison, au moins tu n'as pas peur. C'est vrai, effectivement, il avait raison, parce qu'à la maison, on était plus au calme quand même. Même si on avait peur, mais bon, c'était comme ça bombardait, hein. On est effaré de voir que cette population qui subit les bombardements alliés ne se retourne pas contre les alliés. Car pour elle, les vrais responsables, ce sont les occupants et les auxiliaires français de l'occupant. Donc l'espérance de la libération, elle est là. L'attente de la libération est là. Au début du mois d'août, dans les ports de Méditerranée, les troupes alliées se préparent à embarquer. La flotte fait bientôt mouvement vers le sud de la France. On embarque le 14 au matin et on fait route on rejoint l'armada qui se trouve au large et des centaines et des centaines de bateaux à perte de vue, il y a de tous les côtés. On se demande comment les bateaux ne se cognaient pas. C'est invraisemblable. Il y avait des centaines d'avions pour protéger la flotte. Et alors il y a eu des combats d'Allemands qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Il n'y a pas eu un seul bateau de coulée. Avec le débarquement en Normandie, un certain nombre d'unités, notamment d'unités de panzer, ont été déplacées vers le front de Normandie, également des unités d'artillerie. Donc ces unités allemandes, elles ont une force qui est quand même assez relative. Il n'y a pas de réserve, l'artillerie est très faible, la marine est très faible, il n'y a pas de couverture aérienne. Ce sont donc des forces très affaiblies.
qui occupent la Provence. Le port de Toulon constitue un camp retranché, puissamment défendu par des batteries, notamment la batterie de 340 du Cap Cépé. Et c'est la raison pour laquelle le débarquement en Méditerranée va avoir lieu sur la Côte des Morts, c'est-à-dire dans un secteur qui échappe aux batteries toulonnaises. Dans la nuit du 14 au 15 août, 3 forces commandos entrent en action pour ouvrir la voie. Des commandos d'Afrique français au Cap-Nègre, des marins français au Tréas, des rangers américains et canadiens sur les îles d'Hyères. Le 14 soir, il est à peu près 22 h quand on reçoit l'ordre de descendre dans les bateaux de débarquement, les LCA. Alors avec ma section de mortier, on descend dans une chaloupe, on est une quarantaine dans ces bateaux-là. On débarque sur cette petite plage inconnue. Le colonel nous fait presser. On est 600 hommes sur cette petite plage de rien du tout. Le débarquement se passe très bien. Notre mission, c'était de débarquer à l'ouest du débarquement de Cavalère. Et le groupe naval d'assaut, lui, débarquait à l'est, au Tréas, vous savez. Eux, par contre, ils n'ont pas eu de chance comme nous. Ils ont été pratiquement tous éliminés. Et pendant qu'on débarquait, nous, le capitaine du Corneau prenait le Cap-Nègre. Je sais que ça a été quand même assez difficile parce qu'il a fallu même aller jusqu'au corps à corps sur 30 hommes contre 150, ça fait quand même difficile. Enfin, les 3 canons ont été détruits. C'est des canons qui portaient très loin et empêchaient tous les navires sur des 30 ou 40 km et qui gênaient le débarquement. Au petit matin, un 4e commando aéroporté est largué à l'intérieur des terres à proximité de Draguignan. Partie d'Italie, cette force, commandée par le général Frédéric, est composée de parachutistes et de planeurs. Vers 5 h du matin, près de 10 000 parachutistes américains et anglais sautent au-dessus de la plaine du Nuit. L'opération Frédéric, c'était un peu la cerise sur le gâteau, là, hein, parce qu'il voulait couper les troupes du nord, c'est-à-dire vers Draguignan. Il y avait des Allemands quand même. Les couper du sud, balancer 9000 gars en pleine nuit, quand même. Le général là, Frédéric, qui était un type absolument extraordinaire, ça. Lui, je l'ai vu, celui-là. C'est lui qui a monté cette opération. Et c'était gonflé, hein. But when we were marching to the aircraft, somebody started singing the Marseillaise. And that was a moment I shall never forget. Everybody in the whole camp started singing. That was really very emotional. We left Italy in the middle of the night, and when we landed here, it was like 4:30 in the morning. It was still dark. Then an hour later, it got light. Now, I was lucky. I landed in Lemuy. Had a good landing. The planes had problems because it was foggy, and they were about 23 miles away from where we were supposed to be. But we dropped. They dropped us. And we landed in the mountains just outside of Lemuy. And then we were spread all over. Le parachutage se passe mal. Les jeunes pilotes inexpérimentés dispersent les hommes de Frédéric sur plusieurs dizaines de kilomètres autour du Muy. I was 19 years old. This is the drop zone where I jumped in August 15th. It was late in the evening, I think it was about 6 o'clock. I actually landed, these grapes were not here. This was all open field. The greenhouses down there were not there at that time. Our first objective was to clear the area of the enemy so the gliders could come in. Les pertes américaines
sont relativement réduites. On les évalue à peu près 1 millier d'hommes, dont une partie ont été victimes d'accidents de planeur ou d'accidents de parachutage. La plupart enterrés au cimetière nécropole américaine de Draguignan. Il y a 862 tombes c'est tous les morts de l'opération de Frédéric. My best friend, Robert Brown, is in the cemetery. And we plan on seeing that grave again. As paratroopers spread out toward their objectives, they establish contact with French forces of the interior, whose support has figured extensively in the Battle of France. Et la mission des commandos, c'était d'établir une tête de pont et de tenir cette tête de pont jusqu'à l'arrivée des Américains qui devaient débarquer, eux, le 15 au matin, à 8 h du matin, et qui devaient nous rejoindre. Le 15 août, à 8 h, c'est le go time. 3 divisions américaines, appuyées par une unité française, forment la première vague d'assaut. Les soldats allemands sont submergés par l'ampleur et la rapidité de l'attaque. C'était les Américains qui étaient en force. Le jour du débarquement, nous n'étions qu'un escadron de chars, le 4e escadron, Ardisson. Les autres ont débarqué le lendemain. Les forces débarquées dans les 2 premiers jours par les Américains s'élèvent à 115 000 hommes. À peu près. Plusieurs centaines, évidemment, de véhicules. Au soir du 15 août, les soldats américains ne comptent que quelques dizaines de tués et de blessés autour de Fréjus et de Saint-Raphaël. Fréjus résiste un petit peu, mais tombe le 16. La jonction se fait avec les troupes du MUI. Pratiquement le 15 au soir, le 16, elle est établie. Le 15 au soir, les Américains sont à Colobrières, où est en place le maquis Vallier, qui est descendu du plan de Canjuers pour être justement aux avant-postes au moment du débarquement. Donc cette tête de pont, elle va au-delà, très vite au-delà de ce qui était espéré. Le 16 août, l'armée du général Delattre débarque. Alors que les troupes américaines doivent remonter vers la vallée du Rhône, les soldats français ont pour mission de libérer les ports de Marseille et de Toulon. Delattre réussit à convaincre les Américains d'engager rapidement ses propres troupes dans le combat. Donc il joue son rôle, il joue un rôle de représentation qui lui a été fixé par De Gaulle, de faire entendre la voix de la France aux côtés des Américains. C'était pas simple, car les forces françaises, malgré tout, étaient équipées par les Américains, elles étaient dans la dépendance des Américains. En plus, Delattre est un général qui sait se mettre en scène, qui sait flatter les uns et les autres. C'est un petit peu une diva. Enfin, il a des côtés qui sont des côtés très politiques. Je crois que Delattre, c'était le gars qui convenait. Là. Il était très grand seigneur. Je l'ai vu après en Indochine. Là, c'était pas le gars avec qui on plaisantait. Superbe, toujours habillé, et il était très très sévère pour la troupe, pour la tenue. Ça a été un grand chef militaire, très grand. Il a mérité d'être maréchal.
finalement, il y a des caractères très différents dans la direction de cette armée française, au commandement. Bon, vous avez d'un côté l'aspect plutôt aristocratique, hein, de Delattre, le roi Jean, hein, qui impose tout un cérémonial, hein, pour ses réunions d'état-major avec sa canne. Hein. Et puis Montsabert, qui est plutôt un homme de terrain très sensible aux opportunités, hein, qui peuvent se dégager. J'ai été un intime de Montsabert pendant la campagne de Tunisie. Lui, c'était un type courageux comme un sous-lieutenant de qualité. Il était marrant. Très, très, très familier, avec sa belle moustache, etc. Mais très, 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 très simple. Il voulait que je le tutoie. Alors, j'étais respectueux à l'époque. Mais c'était un très, très grand chef de guerre sur le terrain. Et sur les traces des commandos, le gros des troupes progresse dans un décor dont la douceur classique est altérée par les rudes stigmates de la guerre. La brèche est ouverte. Avec la France libre, l'espoir pénètre en France occupée. Et le 19 août, l'ordre général de repli est donné, par conséquent, à ce moment-là, ces forces allemandes remontent, sauf pour Toulon et Marseille. Là, il n'y a pas d'ordre de repli, l'ordre c'est de tenir coûte que coûte. En marchant sur Hyères, les commandos d'Afrique réduisent au silence les batteries de Mauvanne. Quelques kilomètres plus loin, la première DFL, division française libre, enlève le Golf Hotel, tuant près de 200 soldats allemands. Il apparaît en tout cas qu'il y a plus de 10 000 hommes qui sont dans le camp retranché de Toulon. Les chiffres sont très variables. Donc on a peut-être aux alentours de 18 000 hommes dans Toulon, de diverses unités hétérogènes, qui livrent une bataille acharnée. C'est la principale bataille, Toulon, de la campagne de Provence, incontestablement. 3 divisions françaises foncent vers Toulon, dont la 9e DIC, division d'infanterie coloniale, qui se heurte à la défense allemande des 3 Soliès. Dans la 9e DIC, il y a un officier qui va faire parler de lui plus tard, de façon évidemment controversée, qui s'appelle Salan. C'est le colonel Salan qui va assurer la bataille des Soliès, et notamment de Soliesville, à la tête des tirailleurs sénégalais. Soliesville, ça a été atroce. Hein. Ça s'est terminé au couteau. Hein. Les commandos marocains, là, pour arriver à prendre Soliesville, ça s'est terminé sur la place au couteau. Hein. Il n'y a rien eu à faire. Une autre difficulté majeure attend les soldats français. Le fort du Coudon, qui domine Toulon, occupé par plus de 150 soldats allemands. On n'avait pas de plan d'attaque de Coudon. On savait que c'était un fort très important. De là-haut, ils commandaient toutes les défenses. Les bateaux ne pouvaient pas approcher. Et l'armée de terre non plus. Il y avait toute une batterie allemande là-haut énorme. Ils ont perdu pas mal de gars, dont un lieutenant là, qui était un type extraordinaire qui s'est rencontré, là, Ducournau, il a été tué là. Et ils sont passés par la toiture du bastion et ils ont balancé des tonnes de grenades dans le truc, ce qui fait que les Allemands ont perdu beaucoup de monde et ils ont capitulé. Mais ouais, ça ne s'est pas passé tout seul, tout ça. C'était vraiment des soldats très surentraînés, là aussi. Hein. Un peu comme nous, quoi. Avec cette avancée des chars légers de la 9e DIC jusqu'à La Valette, et puis qui se retrouvent coincés dans La Valette parce que l'infanterie est encore à la Farlède, et puis la logistique ne suit pas. D'ailleurs, l'un des problèmes des Américains et des Français, c'est ça aussi. C'est que l'avancée est si rapide
que la logistique ne suit pas toujours. Bon, la prise de la Valette, c'était quelque chose d'énorme. Les gars se sont trouvés enfermés avec leurs chars dans la Valette, cernés par les Allemands qui étaient au Thouars et partout, et qui tiraient dessus, et ils se sont dit, bon, ben c'est fini, quoi, c'est pas la peine, on sortira jamais, quoi. Alors nous, du fort, comme on avait une vue impeccable, avec nos mortiers, on a tiré sur les batteries, sur les canons, on a détruit tous ces canons-là. À ce moment-là, la 9e DIC a pu rentrer dans la Valette. La 9e DIC, la division d'infanterie coloniale, avant-guerre, c'était la division dont le lieu de stationnement était Toulon. Et c'est la raison pour laquelle Delattre lui laisse en quelque sorte l'honneur de libérer le cœur de la ville. Il y a bien entendu l'investissement par le colonel Bonjour du camp retranché de Toulon, la libération de Bandol et en somme l'investissement de Toulon qui est réalisé le 21-22 août. Ça y est, le camp retranché de Toulon est totalement encerclé. Il y a l'effort de Sifour qui bombarde les troupes alliées au fur et à mesure qu'elles avancent sur Toulon, qu'il faut évidemment investir. Et puis, il y a la presqu'île de Saint-Mandrier, où l'amiral Rufus, qui est le commandant du camp allemand du camp retranché, en quelque sorte est enfermé, et il finit de se rendre, comme on le sait, dans la nuit du 27 au 28, dépose les armes le 28 au matin. Sur les 5000 qui sont restés là, bloqués, enfin presque jusqu'à la fin, il y avait quand même certainement une bonne moitié de Waffen-SS qui étaient... Alors là, c'était des tueurs, hein. Attention, et ils n'ont pas pu faire grand-chose puisqu'ils ont été confinés là. Ils ont admis que c'était M. Rufus qui était le patron, puisque c'est lui d'ailleurs qui s'est rendu pour l'ensemble. Il a rendu son sabre, il était assez solennel, Rufus. Hein. C'était vraiment la grande opérette, quoi, quand il s'est rendu. Toulon est en ruine. En particulier le port et l'arsenal. 2700 Français ont été tués ou blessés au cours de l'assaut. Les Allemands comptent plusieurs milliers de victimes et plus de 17 000 prisonniers. Alors ils font un plan de bataille pour aller sur Marseille. Et Delattre dit, ben, mon plan de bataille est que vous contourniez de Gémenos, vous alliez passer, n'est-ce pas, tomber vers les mines de Gardanne ou autres, aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, et quand tout serait là-bas, Marseille sera encerclée, nous rentrons dans Marseille. Alors de Montsabert, lui qui était très ami avec Delattre, dit non, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Je profite des Allemands qui sont bousculés par Toulon et par Marseille pour rentrer directement sur Marseille. Alors le Delattre, il répond, écoute-moi, hein, si tu réussis, je te dirai rien. Mais si tu échoues, ne me parle plus jamais. J'avais senti qu'il y avait une véritable scission entre la défense de Toulon et la défense de Marseille, si bien que pour moi, c'est dans cet état d'esprit que j'ai poursuivi ma route, le 20, jusqu'au moment où nous avons appris que la porte d'Aubagne était sérieusement tenue par l'ennemi. J'ai décidé d'attaquer Aubagne. L'attaque a été déclenchée d'abord par nos éléments blindés, soutenus bientôt par l'arrivée des Goumiers, qui, au fur et à mesure de leur débarquement, se sont mis à se déployer autour d'Aubagne avec mission de faire sauter le bouchon d'Aubagne. لو كان ماشي القوم ما كاينش اللي يشدو راه كيدخل على اللي جو يدخل على السلاقال يدخل النهار دخلنا حنايا القوم الالمان غير كيهرب وبان خرجنا من اسمهم البحر بينات كانوا باش خرجنا الالمان في الصيف وغاديين يلا هما قدامنا وحنا وراهم سير من هنا سير من هنا دخلوا لنا المرسى ديال المرساين بقينا عليهم العافيه شاعله في السماء وفي الارض والموتى ما كتشوفش الموتى بحال الزبيب. En ce qui concerne Marseille, ce sont les troupes indigènes qui vont contourner la ville par les collines, de manière à redescendre ensuite par les quartiers nord. Bon, ça, il faut des troupes aguerries qui ont l'habitude de le faire et qui sont vraiment très dures au combat, et elles auront beaucoup de morts.
Alors les forces allemandes à Marseille et dans la région sont très importantes, puisqu'il y a plusieurs divisions, entre 15 et 20 000 hommes, laissés à Marseille sur ordre d'Hitler pour justement empêcher l'investissement de Marseille. Toulon n'est pas encore libéré que les troupes de Montsabert se dirigent vers Marseille où, depuis le 19 août, les FFI, Forces françaises de l'intérieur qui rassemblent les différents mouvements de la résistance, ont lancé une guérilla urbaine contre les forces allemandes. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi. L'une des caractéristiques de la libération des villes de notre région, c'est que ce sont parmi les quelques villes en France où l'insurrection, ce qu'on appelle l'insurrection nationale, a eu lieu. Il n'y en a pas énormément en France, Paris bien sûr, mais il y a Marseille, Toulon dans une certaine mesure, Draguignan, la préfecture du Var, est libérée par la résistance avant l'arrivée des troupes aéroportées américaines, chose à laquelle on ne s'attendait pas. En ce qui concerne Marseille, il y a un appel de la CGT à l'insurrection qui est lancé le 19 août, et en particulier le lundi 21 août, le CDL, Comité départemental de libération, appelle à marcher sur la préfecture. Ce qui fait que les mouvements de résistance et les forces armées de la résistance vont se diriger le 21 août vers la préfecture et prendre la préfecture. Nous, ce qui nous importait, c'était d'arriver à faire comprendre aux Marseillais et aux gens qui habitaient le quartier qu'il fallait se lever contre l'occupation allemande. Voilà. On a monté toute la Canebière jusqu'à la préfecture, avec des milliers de gens, disons, tous les gens qui étaient disponibles, ils étaient là, dans la rue. Ist denkbar, aber auch der General Schäfer schreibt ja, dass in zunehmendem Maße man einen allgemeinen Aufstand befürchten musste. Das lag ja in der Sache drin, das war ganz klar, dass das passieren würde. Da schon tatsächlich die Armee, die französischen Kräfte in der Stadt waren und kräftig unterstützt von der Bevölkerung. Nicht? Denn ohne die Bevölkerung wäre das ja gar nicht so schnell gegangen alles. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'armes, donc ils vont s'emparer des armes. Ils vont s'emparer de ces armes comment? En attaquant les Allemands, en les désarmant, en désarmant aussi les forces de police. On avait donc chippé, volé aux Allemands leur outil de travail, je dirais, parce qu'à ce moment-là, ça leur servait, les armes. Ah, c'était un revolver. C'est pas que ça peut être, c'était un truc comme ça à peu près. Un revolver, quoi. Ah oui, putain, moi je suis partie avec. Mais j'étais à vélo à ce moment-là, alors à vélo, vous pouvez me courir derrière. Hein. J'avais 20 ans. Hein. Évidemment, à Marseille, il y a eu beaucoup de jeunes gens qui, fusil à la main, ont tué des Allemands. Mais les pauvres, il y en a eu tellement qui ont été tués aussi. Que voulez-vous que fasse un garçon avec un fusil de chasse quand au coin il y a 2 ou 3 Allemands avec des armes sophistiquées? Chaque fois, il se fait descendre, le pauvre type. Et vous, à Marseille, vous avez beaucoup de plaques au coin des rues où il y a des Marseillais qui ont été tués. Le 22, j'ai reçu les braves résistants de Marseille, très émus par les batailles qu'ils soutenaient à l'intérieur de la ville. Dans ces conditions, ma mission était très simple. J'avais le devoir d'aller au secours des défenseurs, plus exactement des résistants de Marseille, et d'entrer aussi profondément dans la ville qu'il fallait pour qu'ils puissent continuer et soutenir leur combat glorieux à l'intérieur de la ville. Et la ville n'est pas libérée, mais la résistance tient. Le cœur de la ville, en particulier les FTP MOI étrangers, les milices patriotiques, les groupes francs des mouvements unis de la résistance sont bien présents dans la ville. Et ensuite font le coup de feu, et à la surprise d'ailleurs des militaires qui arrivent, notamment, je l'ai dit, du colonel Chaput et tirailleurs algériens, qui ne s'attendaient pas à s'enfoncer finalement dans une ville en partie libérée. L'ennemi a relevé le camp. Il tient encore Notre-Dame de la Garde.
le château d'If, les îles du Frioul, le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas, d'où il prend la Canebière en enfilade. La bataille de Marseille, d'un point de vue militaire, me paraît moins rude que celle de Toulon. Ça ne va pas faire plaisir aux Marseillais, mais tant pis. Elle est évidemment, d'un point de vue géostratégique, plus importante, car le port de Marseille a une autre importance que le port de Toulon, bien entendu. C'est une bataille difficile. Les troupes marocaines, en particulier, vont avoir des pertes considérables en attaquant les positions dans lesquelles les Allemands se sont retranchés. Mais c'est une bataille d'îlot de résistance en îlot de résistance. Le parc Brûlis, Notre-Dame de la Garde, le Rakati sont autant de môles de résistance extrêmement compliqués à conquérir, bien entendu. Suspension d'armes. L'ennemi demande à parlementer. Les rues sont aussitôt peuplées d'une foule joyeuse qui se hâte vers les libérateurs. Follement acclamés, Un premier cessez-le-feu intervient. Il permet au général de Montsabert d'engager des pourparlers avec le général allemand Schäfer. Mais celui-ci refuse de rendre les armes. Or, je sentais très bien que sur le plan moral, les Allemands étaient très atteints et qu'il fallait profiter de cette situation pour précipiter les choses. De sorte qu'en quittant le général Schäfer, j'ai décidé d'attaquer Notre-Dame de la Garde, de façon à dominer toute la position de Marseille. La difficulté, tout le monde la connaît. Notre-Dame de la Garde est en haut d'une très haute colline qui domine tout, qui voit tout. Par conséquent, il fallait gêner l'adversaire par le nombre des assauts qui pouvaient monter le long de la colline et par toutes les directions. La prise de Notre-Dame de la Garde, c'est fait par les tirailleurs algériens qui montent par un petit passage sur le côté de Notre-Dame de la Garde et qui arrivent comme ça jusqu'au sommet et à prendre un petit peu les troupes allemandes à revers. Und da ging dann, um es mal mit einem Satz zu sagen, alles durcheinander und von einer Übersicht war keine Rede mehr. Und es hatte auch keinen Zweck, da irgendwo nach oben hin anzufragen, was sollen wir jetzt machen. Unsere Aufgabe war es, da zu sein und das für eine Verteidigung bis aufs Messer und bis zur letzten Patrone, wie das bei Schäfers Bericht auch genannt wird, praktisch nicht in Frage kam. Das war ja eigentlich selbstverständlich. Et les Allemands se sont rendus, ils étaient nombreux à Notre-Dame de la Garde, plus de 1000. Ils n'étaient pas très chauds, ils savaient que c'était cuit. C'est-à-dire qu'ils ont aussi une peur, c'est de se rendre aux résistants. Puisqu'ils considèrent que c'est des terroristes, donc ils vont les exécuter comme ça d'un coup. Donc ça va jouer aussi en faveur des troupes régulières. Ils vont préférer se rendre aux troupes régulières françaises qu'aux résistants. Les derniers bastions allemands sont bientôt réduits au silence. La conquête de Marseille a fait près de 1500 tués chez les soldats français, plus de 5500 chez les Allemands et plusieurs centaines de morts parmi la population et les résistants. Plus de 10 000 prisonniers allemands sont rassemblés à Marseille dans des camps comme celui de Sainte-Marthe. La reddition de Marseille, c'est le 28, le dépôt d'armes se fait dans les deux villes en même temps. On pensait que Toulon tomberait à J+20, on est 7 jours, Toulon tombe 7 jours avant, Marseille tombe en même temps que Toulon, on pensait que c'était J+40, enfin bref, les délais sont pulvérisés. Et ce grand départ vers l'avenir commence par une apothéose. En présence des chefs victorieux qu'accompagne M. Diethelm, ministre de la Guerre, nos forces armées, au cours d'une grandiose manifestation, parachèvent la libération en libérant les cœurs. Le patriotisme refoulé pendant les années sombres de l'oppression éclate dans une ovation interminable. Tout
Marseille, acclame le chef de la première armée, le général Delattre de Tassigny, qui a libéré la ville 30 jours avant la date prévue. Le général de Montsabert, dont l'habile et rapide manœuvre a évité qu'elle fût endommagée et qui est nommé citoyen d'honneur. Pour Marseille, c'est Montsabert, hein, qui est resté une figure absolument emblématique de la libération de Marseille. Hein. Si vous allez à Notre-Dame de la Garde, vous verrez tous les ex-voto qu'a fait Maître Montsabert, ou qui parlent de Montsabert et des troupes de libération. Hein. D'ailleurs, l'une des premières initiatives de Montsabert, c'est de faire donner une messe à Notre-Dame de la Garde. Hein. Vous savez, il était très, très catholique, très religieux. Dans un incomparable paysage, une foule recueillie assiste au Te Deum. L'office divin se déroule en présence des généraux de Montsabert, Guillaume et Besançon. Et de Montsabert, vous savez qu'à Notre-Dame de la Garde, il y a de grandes plaques et qui indiquent « Non, ce n'est pas nous qui avons sauvé Marseille, c'est elle ». La libération de Marseille, ça veut dire qu'on a un port à eau profonde qui va permettre le débarquement des troupes alliées, du matériel, et qui va permettre aux troupes de libération de remonter la vallée du Rhône très rapidement pour rejoindre les troupes de Normandie. La campagne de la vallée du Rhône a reblanchi, comme on dit, le blason de la France, quoi. Ça, c'est évident. Tous les gens, en particulier les Allemands, en sont absolument persuadés. La jonction entre l'armée de Normandie et celle de Provence s'effectue le 12 septembre 1944 au nord de Dijon. Conformément aux objectifs initiaux, Overlord a rejoint Dragoon, prenant l'armée allemande en tenaille. Cette jonction des troupes débarquées en Normandie et des troupes débarquées à Marseille joue un rôle absolument essentiel. Elles prennent les troupes allemandes en étau. D'abord coupe la France, là, hein, donc les troupes qui sont dans le sud-ouest, c'est terminé, mais enfin, beaucoup se sont repliés. Et puis ça permet aussi d'avancer vers l'Allemagne. Le port de Toulon peut commencer à fonctionner à la mi-septembre. Il faut d'abord, il y a les mines, qu'il faut nombreuses, qui ont été mouillées, évidemment. Il y a les épaves du sabordage, une partie d'entre elles sont toujours là parce que les Allemands s'en sont servis, pour certaines, pour boucher les passes. La marine résistante, la force française navale libre, fait son entrée le 13 septembre, 2 jours avant la venue du général de Gaulle à Toulon. Le 13 septembre, quand on est rentré avec toute la flotte, on est rentré à midi, il pleuvait. C'était triste, horriblement triste. Vous savez, on ne sort pas de périodes catastrophiques comme ça, avec la fleur au chapeau, en disant « ça y est, on les a tous tués ». Non, non. Bien sûr, les gens étaient contents, mais bon, c'était bien comme ça, quoi. Hein. Le port de Marseille est plus difficilement remis en état, mais on utilise beaucoup port de boue. Mais enfin, la remise en état se fait dans les semaines qui suivent la libération et qui permettent d'alimenter une très grosse base américaine, la Delta Base, qui est installée à plan de campagne, où il y a aujourd'hui une zone commerciale, c'est l'une des grandes Delta Bases américaines qui sert à l'approvisionnement des forces américaines en Europe. Donc le débarquement en Méditerranée a joué un rôle sur le plan de la libération de la France incontestable, sur le plan de la libération de l'Europe également, et puis ne serait-ce que parce qu'il a permis l'approvisionnement des armées américaines, ce qui n'est pas rien. Pour nous, Français, c'est un peu un point de vue différent. La politique du monde, c'est une chose, mais nous, on était chez nous, là, devant notre porte. Et il s'est trouvé que
Pour nous, ça a été une nouvelle flambée extraordinaire. Et avec le recul, sans viser personne, je crois que c'est ce qui a vraiment assis le général de Gaulle. Hein. C'est l'un des atouts que va utiliser brillamment de Gaulle pour faire en sorte que le pays vaincu en 1940 se retrouve à la table des vainqueurs le 8 mai 1945. Et s'il y a une victoire de Gaulle, alors c'est bien celle-là, car ça, c'était pas acquis. Et c'est Delattre qui ratifie, au nom de la France, la capitulation allemande le 8 mai 1945 à Berlin. À travers le récit de cette épopée, souvent minorée, voire oubliée par la mémoire nationale, nous rendons hommage à tous ceux qui se sont battus en Provence au mois d'août 1944 pour la libération de l'Europe et pour notre liberté. Mais on est en Provence, donc est-ce que le pays des cigales se prête à des opérations aussi spectaculaires ?